Par quel titre officiel le désigner? Je devrais pourtant le savoir. Votre Éminence, Votre Excellence, ou plus simplement, cher Philippe, c'est d'Avignon, où je suis revenu aujourd'hui, que je t'écris. Figure-toi que par une coïncidence extraordinaire, en laquelle je ne saurais considérer l'œuvre seule du hasard, se sont présentés à ma porte un émissaire de l'Université de Paris et un envoyé du Sénat romain, tous deux porteurs de la même proposition. L'une vient de la Sorbonne, où mon ami Dionigi di Borgo San Sepolcro est un maître respecté. L'autre, de la colline du Capitole, qui veille depuis si longtemps sur les destins de la ville éternelle. Enfin, des deux côtés, on voudrait récompenser mes travaux en latin par une cérémonie solennelle. Et qui sait quelle traduction de ce prix en espèces trébuchantes et sonnantes. J'ai demandé à réfléchir et me tourne vers ta sagesse pour préparer ma réponse. Mon cher François, ton acceptation aura une portée symbolique sur laquelle il convient que tu t'interroges. Si la reconnaissance parisienne te paraît aller dans le sens de ta propre histoire, fais ce plaisir à Dionigi en élisant la Sorbonne comme centre possible de la vie intellectuelle pour le nord de l'Europe. Cela servira aussi, de façon indirecte, la gloire du roi de France, dont on dit qu'il nourrit le noir des saints, de rattacher la Provence à son royaume. Il faudrait que le Saint-Empire, en la personne du très rude Louis IV de Bavière, se soit bien affaibli pour consentir à cette annexion, ou à cette vente. Je ne suis pas du parti des Gibelins, tu le sais. Je fréquente la cour d'Avignon, non celle de Prague. Mais au fond, dépendre d'une part d'un comte, même issu d'une branche cadette du roi de France, et d'autre part, et plus lointainement d'un empereur, ménage la liberté des Provençaux. Avoir deux maîtres, c'est n'en souffrir véritablement aucun. François Pétrarque. Au cours de ces 3 journées, vos réponses à nos questions auront été ce que nous attendions d'un prétendant à la couronne poétique. Nous avons eu tout loisir de nous découvrir et de nous juger l'un l'autre, n'est-ce pas? Relevez-vous. Certes, j'ai 64 ans, et vous, à 37 ans, n'êtes plus un jouvenceau. Mais j'ai revu ma jeunesse au miroir de la vôtre, celle que vous m'avez racontée, celle qui court encore dans vos veines, celle que j'admirais lorsque mon fils Charles, né 6 ans avant vous, était encore de ce monde. Il avait... Parmi les souverains, il m'a été donné de rencontrer, depuis qu'une place, à vrai dire, sujette à variation, m'a été assignée à la cour pontificale avignonnaise, vous êtes de ces rares qui attirent le respect sans qu'il soit nécessaire de penser à leur fonction. C'est par un très sincère amour que je m'inclinais devant vous.
Savez-vous qu'un des récipiendaires de cette couronne, assez fameux pour qu'il ait franchi les 12 ou 13 siècles qui nous séparent de lui, fut les dénommé Stas? Mais, précisément, n'est-ce pas à Rome que ce Napolitain devenu célèbre a voulu conquérir le plus haut prix de la gloire poétique? Oui. Dante et lui étaient amis. J'ai le souvenir d'une rencontre entre eux lorsque j'étais encore petit enfant à Pise. C'était juste avant notre départ pour la Provence. Il a semblé, à mon père comme à Dante, contraire à son honneur et, sans doute, dangereux, d'accepter les conditions mises par le gouvernement florentin à son retour dans la ville. C'est donc ce qui vous a fait naître à Arezzo, en l'an de grâce 1304, un 20 juillet. Un 20 juillet. En tout cas, voilà mon père fuyant de nouveau avec ma mère et le petit enfant que j'étais. Nous voulons rejoindre mon grand-père paternel à Lincisa, un village des bords de l'Arno en amont de Florence. Presque à la nuit tombée, nous franchissons le fleuve à gué pour rejoindre sa rive gauche en évitant les gardes. Le serviteur qui me tenait me laisse glisser vers l'eau, tout empaqueté que j'étais de l'ange et de sommeil. Cri de ma mère. Mon père me rattrape de justesse et me remet sur son cheval. À quoi tient une destinée? Que n'aurais-je donné pour retenir mon chasseur de fils, galopant vers sa perte, à la poursuite d'un gibier à travers des marécages pestilentiels où les paysans du coin craignent de mortelles fièvres? Et il paraît que nous avons nous-mêmes été secourus, puis séchés, dans la cabane d'un paysan devant un grand feu clair, qui a fait circuler notre humeur vitale dans nos corps au lieu que se propage le froid humide qui aurait pu me tuer. Bon, plus lentement, mais aussi radicalement que si je m'étais noyé. Et savez-vous, ce mauvais souvenir a été ravivé lorsque le bateau qui nous conduisit à Marseille en 1311, j'avais 7 ans, a presque fait naufrage en vue du port, sous les coups de la tramontane. Oh, mon frère Gherardo, de 3 ans mon cadet, trouvait la chose amusante. Pour moi, ce n'est plus jamais sans crainte que je m'en vais voguant par l'élément liquide. Vous avez donc été mis au supplice lorsque je vous ai engagé à monter sur notre bateau à Marseille pour nous rejoindre plus rapidement et plus vite que par des chemins de terre hasardeux ou mal fréquentés. Philippe! Quelle bonne surprise! D'habitude, mon cerbère annonce mes visiteurs. Ah, où est-il passé? Est-ce l'animal que le cardinal t'a donné? Il m'a flairé sans se mettre aux abois. Et puis il m'a baisé la main. Et l'anneau léché. Que d'autres baisent avec moins de fougue, mais plus de respect. Mais toi, je t'en dispense. Philippe. Tu sais que c'est presque un autre chien, François. Ah oui, comme un ressuscité. Giovanni le voyait dépérir dans la livrée des Colonna. Il était faible, triste, malade lorsque je l'ai recueilli de ses mains. L'atmosphère d'Avignon est contraire à sa santé physique, comme elle est déconseillée à ma santé morale. L'air de Vaucluse est un requinquant pour lui comme pour moi. Et l'eau de la Sorgue, dont il ne craint pas la fraîcheur, agit comme un bain de jouvence. Je ne sais si son cardinal de maître, qui est aussi le mien, attend que je le lui ramène rajeuni, ou s'il acceptera de le laisser en pension chez mon fermier lorsque je serai obligé de repartir pour quelque mission nouvelle. Ce sera pour bientôt? Ah.
Ah, je ne te cache pas que malgré tout ce que je dois aux colonna qui nous ont permis de survivre, mon frère et moi, après la mort de notre père et notre héritage si vite réduit à rien, je ne suis bien qu'ici. Lorsque j'oublie les turpitudes de la cour avignonnaise et que je peux écrire pour moi, au lieu de composer les sermons des autres. Le cardinal ne m'a jamais semblé regretter tes longues absences, motivées par tes chères études et la pratique de ta poésie. Ah, non, ne crois pas que je me plaigne de Giovanni. C'est grâce à sa générosité que j'ai pu m'établir depuis 5 ans dans cette maison, et il laissait, puisque j'allais en Italie, tous mes livres à la garde de Raymond Monet, de sa femme, de ses fils. Moi, je serais sans doute resté plus longtemps à Parme si la nouvelle de la mort de Giacomo Colonna ne m'y avait atteint. Giacomo, le cher camarade de nos études bolonaises. Lorsque j'étais supposé m'intéresser au droit, mon défunt père, qui rêvait de me voir devenir notaire comme lui, mon frère Gherardo s'y est d'ailleurs un peu exercé. Mon pauvre père n'aurait pu imaginer les revers et les détours de la fortune qui m'ont fait recevoir les ordres mineurs pour devenir le chapelain du cardinal. Je ne crois pas trahir un secret en t'apprenant que le pape souhaite aussi t'avoir comme secrétaire et historiographe. Voilà qui me ramène au souvenir de Giacomo. Tu te souvenais, devant sa douleur qui restait muette et digne dans son visage creusé, de la lettre que tu m'avais écrite quand je venais de perdre l'un de mes frères et que nous ne faisions que commencer à nous connaître. Mais nous nous étions d'emblée reconnus. J'ai écrit à Giovanni dès que j'ai su. Il en a été touché, mais je le crois très seul. Chef des cardinaux italiens auprès d'un pape français, il faut qu'il ménage la chèvre et le chou, et qu'il porte notre désir, notre demande de voir arriver et revenir au plus tôt le pape à Rome avec toute la diplomatie nécessaire. Être politiquement dur et diplomatiquement souple, c'est un métier éreintant. Il a plus de patience que toi, qui pointe sans te gêner dans tes épîtres ou dans tes poèmes les corrompus de la cour. Ouais. Et tu comprends que ma liberté de parole soit plus importante pour moi qu'un travail mieux rémunéré. Mais tu sais bien que je suis d'accord avec votre revendication. Dès que la sécurité sera assurée, bien sûr, il faut réinstaller le pape sur son trône du Latran ou du Vatican. Mais je ne vous suis pas dans votre protestation contre l'agrandissement qu'a fait Benoît XII de ce palais, et que Clément VI ne manquera pas d'embellir avec le sens artistique qu'on lui connaît. Le goût du faste accompagne toujours la quête du pouvoir. Avignon, c'est la Babylone de notre temps. Ah, je te l'ai déjà dit ou écrit. Depuis que Clément V y fixa sa résidence, 33 ans se sont déjà écoulés. Si tu es bon prophète, cet exil devrait durer 70 ans. En verrons-nous la fin. Dans l'instant où nous vivons, où je peux te parler, je remercie la Providence qui t'a ramené sain et sauf à Vaucluse. Tout au long de l'année dernière, chaque fois que je arrivais au château, je t'imaginais grimpant la côte, je me nourrissais du souvenir de nos conversations et de nos courses vers la colline ou vers le gouffre.
Bien sûr, le bruit de ta gloire parvenait jusqu'à nous. Mais je me demandais sans cesse quel péril il te faudrait affronter pour revenir dans notre compte naissant. Comment éviterais